Ma formation, je vais essayer d'en parler rapidement, parce qu'au fond, ce n'est pas le plus intéressant. À l'origine, j'ai fait des études de lettres, classique, l'agrégation, normale supérieure, et puis un petit peu de philosophie. Et dans ces années-là, les années 60, ceux qui se consacraient à l'ethnologie venaient toujours d'ailleurs, de l'histoire, de la philosophie d'ailleurs. Et donc tous les gens de ma génération, comme Emmanuel Terré et d'autres, sont des gens qui viennent d'ailleurs. Il n'y avait pas de formation spécifique en ethnologie, sauf un certificat au Musée de l'Homme. Je me suis donc un peu lancé là-dedans, après avoir rencontré Georges Balandier, qui m'orientait vers l'africanisme. C'est ainsi qu'en 1965, je suis parti en Côte d'Ivoire. Et j'ai séjourné 4-5 ans là-bas. Et puis j'ai fait d'autres terrains en Afrique ensuite, au Togo. Je suis rentré en France, je suis rentré aux hautes études. J'ai continué à travailler en Afrique, mais mon terrain s'est un petit peu élargi aussi. Je suis allé dans d'autres pays. J'ai connu un peu plus tard l'Amérique latine, ce qui est un parcours en somme classique. Hein. D'autres l'ont fait avant moi, puisque aujourd'hui j'essaie de faire une anthropologie un peu élargie au nouveau contexte, au contexte mondial. Si vous voulez, ce que j'ai rencontré en Afrique, ça n'était pas une sorte d'Afrique coupée du monde et de l'histoire. C'était une Afrique qui réagissait au choc colonial, qui réagissait aux opérations de développement, qui réagissait à des tas de choses. En outre, dans les années 70, il y avait une espèce d'optimisme. On pensait que ce n'était qu'une question de temps. Alors certains l'abordaient dans une perspective marxiste, d'autres dans une perspective différente, mais le fond commun, c'était l'idée que les pays sous-développés allaient se développer. Et donc, ce qui est un état d'esprit très différent de celui qui existe aujourd'hui. Et il y avait donc une ouverture sur le monde. Donc un peu plus tard, quand j'ai essayé de m'intéresser au monde dans son ensemble, à tous les phénomènes qui marquaient la modernité actuelle, je n'ai pas eu le sentiment de faire une rupture avec l'Afrique. Je dirais, mon expérience, ma petite expérience, s'est un peu élargie au monde, un peu systématiquement en Amérique latine parce que j'ai eu l'occasion d'y séjourner dans plusieurs pays, un petit peu partout dans le monde parce que j'ai parcouru le monde, notamment quand je présidais l'école des hautes études, j'ai eu l'occasion de circuler davantage et donc de prendre une conscience un peu plus nette et assez tôt du contexte mondial dans lequel tous les phénomènes locaux prenaient leur sens aujourd'hui. Ce que j'ai pressenti en Afrique, c'est qu'au fond, les ethnologues qui croient étudier, qui croient parfois devoir reconstituer le passé, ce qui est une poursuite très difficile parce qu'il y a toujours eu un état antérieur à l'état antérieur, etc., en fait, sans le savoir, sont plutôt des spécialistes du présent. Ce qui finalement est intéressant dans l'expérience ethnologique, c'est que les ethnologues parlent de ce qu'ils considèrent comme impur, le contact, la réaction au modernisme, la crise de la famille, les déplacements de population. Mais c'est ça l'actualité. Marcel Mauss disait qu'il faut étudier le phénomène social total, sous tous ses aspects. Eh bien, étudier la totalité, c'est étudier aussi la crise des sociétés et c'est étudier le nouveau contexte qui leur donne un sens. Je voulais vérifier aussi que des catégories de l'analyse ethnologique se prêtent assez bien à la description de nos propres parcours dans une société urbaine. Et au fond, je crois que les ethnologues ont toujours étudié des commencements, pas des fins. Et que l'illusion, c'est qu'on étudie des sociétés qui meurent, alors qu'en fait, on étudie une société en train de naître, c'est-à-dire une société en train de s'habituer au nouveau contexte. Alors, de s'habituer
parfois dans la douleur et parfois pour son malheur. Je suis sûr qu'il y a des situations d'injustice énormes, mais qui ne sont pas près de se résoudre. Mais c'est ça que nous observons. Ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est d'affirmer que l'anthropologie, je dis anthropologie plus qu'ethnologie, pour insister sur le côté comparatif, le côté transversal, disons. L'anthropologie a son mot à dire, je crois, pour l'analyse du monde contemporain. À sa manière, c'est-à-dire en observant des situations locales, puisque l'anthropologue travaille seul en principe et donc il doit pouvoir rendre compte de phénomènes locaux, mais il doit rendre compte aussi de tout ce qui est nouveau dans le contexte. Et le contexte, c'est d'une part la planète entière, c'est un monde où la circulation, la communication et la consommation sont privilégiées. C'est l'idéologie du monde aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tous les gens circulent, consomment dans les mêmes proportions, loin de là, bien entendu. Mais ça veut dire qu'il y a un système de valeurs ambiant qui est celui-là, avec un appareil technologique qui marche avec. Ce que j'ai essayé de montrer dans les non-lieux, c'est qu'il y avait des espaces qui étaient inédits dans le monde actuel, qui étaient des espaces justement de circulation, de consommation, et qui n'avaient pas leur équivalent strict dans les siècles précédents. Et là, je crois qu'il faut distinguer les termes. La globalisation, c'est la globalisation économique, le marché libéral, le marché mondial, le libéralisme triomphant, après l'effondrement des régimes communistes. C'est aussi la communication à travers les technologies de la consommation, de la communication, pardon, et il y a un lien fort entre économie et communication. C'est toute la nette économie dont on parle aujourd'hui. Mais la globalisation, à mon avis, n'est qu'un aspect de la mondialisation. Il y a un autre aspect qui est plutôt ce que j'appellerais, moi, volontiers la planétarisation, c'est-à-dire la conscience planétaire, qui a au moins elle-même deux aspects. La conscience du fait que nous appartenons à un même ensemble physique. Alors là, l'écologie nous a aidés à en prendre conscience, mais c'est vrai que lorsque nous nous inquiétons des menaces qu'entraîne la fragmentation de la couche d'ozone et des choses comme ça, nous parlons du corps physique de la Terre, ou du réchauffement de la planète, etc. Ce qui est nouveau aussi, c'est que, ce qu'on entend par le terme mondialisation, c'est que le contexte est toujours aujourd'hui mondial. Alors bien entendu, il y a eu des empires avant aujourd'hui, il y a eu des empires qui se prenaient pour le monde et qui étaient d'une certaine manière le monde, mais aujourd'hui il y a coïncidence entre ce monde et la planète comme corps physique. Il y a un autre aspect qui est un aspect plus social, c'est qu'à l'échelle de la planète, plus le monde en un certain sens s'uniformise à travers les réseaux de la globalisation, plus il devient inégal. C'est-à-dire que les plus riches deviennent chaque jour plus riches et les plus pauvres des pauvres deviennent chaque jour plus pauvres. Il y a donc une espèce de contradiction entre cette apparence d'unification d'une part et cette inégalité d'autre part. Alors c'est une contradiction qui me frappe beaucoup parce que précisément aujourd'hui on a le sentiment qu'il faut être dans le système, sinon on est hors du système. Et si on est hors du système, on devient l'objet de la charité, des actions humanitaires, tous ces mots qui sont intervenus depuis peu de temps. Autrement dit, cette division entre le système et le reste, elle peut passer à l'intérieur d'un même pays. Je crois qu'on voit ça se traduire spectaculairement dans l'espace. Je pensais aux villes sud-américaines parce que c'est plus spectaculaire, mais je vois bien que l'évolution urbaine en général prend cet aspect-là. Des centres hyper sophistiqués, hyper luxueux aussi, qui sont le lieu des hautes technologies et tout, puis des quartiers privés, quelquefois des villes privées, des immeubles en tout cas surveillés et tout, puis
une marée de misère plus ou moins marquée, des quartiers comme une mer, comme un océan au milieu duquel émergent ces forteresses, ce qui est renforcé dans certains pays par le fait qu'un certain nombre de populations paysannes sont rapatriées sur les périphéries urbaines, etc. Donc il y a là, je crois, la grande tension de la période actuelle, c'est cela, cette opposition entre la globalisation économique technologique qui couvre de réseaux globaux la Terre entière et une conscience que nous appartenons à la même planète, mais aussi des problèmes que cela entraîne, tant au niveau de la planète comme corps physique, qu'au niveau de la planète comme ensemble de populations. Contraste donc entre ce qui relèverait de l'uniformisation et ce qui appartient à l'inégalité. Voilà. Alors ça, c'est une vaste question, évidemment, mais dont on peut observer les effets localement. Voilà, c'est ça le contexte actuel. Et sans doute faut-il en avoir conscience pour observer les choses. Alors du côté de la globalisation, ce qui m'a intéressé un petit peu dans les dernières années, c'est évidemment le système des images, de la télévision, et plus largement du simulacre, de la mise en spectacle, dont le tourisme est un aspect, mais aussi bien d'autres choses que l'on trouve notamment dans l'univers urbain. Et cet univers d'image, parce qu'il a deux aspects, me semble-t-il. D'une part, il s'adresse aux individus comme tels, c'est-à-dire que si je regarde la télévision, par exemple, ben je la regarde, je suis spectateur solitaire devant des images de la télévision et j'ai une illusion de relation. Il y a donc là quelque chose qui désymbolise la société au profit d'une sorte d'imaginaire pauvre de la relation de l'individu avec des reflets. Alors ça, c'est une chose importante. Ce qui lui correspond aussi, c'est une sorte d'aménagement du monde en spectacle, dont on a plusieurs exemples. Bon, il y a les parcs thématiques, il y a Disneyland, il y a tout ce que l'on veut. Il y a aussi ce rapport d'une partie de l'humanité à l'autre, parce que le tourisme prend des proportions considérables, mais le tourisme, c'est quand même pour l'essentiel le fait qu'une partie de l'humanité va regarder l'autre comme un spectacle. Le tourisme n'est pas la découverte en règle générale, n'est-ce pas? Et j'ai rien contre les touristes, la question n'est pas de mettre en cause telle ou telle personne, nous sommes tous dans le même bain. Mais c'est vrai qu'il y a une activité qui consiste ou à ne pas voir les autres, ou à voir des illusions, des images fausses, ou très partiales, en se donnant l'impression qu'on découvre le monde. Et ça, c'est, je pense, être assez pervers, assez pernicieux. Rem Koolhaas, ça m'a intéressé. Il est venu à l'école, d'ailleurs, je l'ai rencontré. Ce qui m'a intéressé chez lui, c'est évidemment la manière dont il parlait de la ville générique. Il désigne bien les choses. Et je suis tout à fait d'accord avec lui en fait sur la distinction ville générique, ville historique, en ajoutant, mais comme il le fait aussi d'ailleurs, que les villes historiques ou les parties de villes historiques tendent à devenir génériques. C'est un petit peu, on travaille un petit peu là-dessus avec Gérard Altab en ce moment, parce que le côté historique des villes appartient de plus en plus au phénomène de la mise en spectacle. Mais c'est assez évident que ce que nous appelons ville historique ou partie historique, on commence à parler des centres historiques aussi des villes, ce qui est rigolo, c'est quand même des espaces très protégés qui sont faits pour les touristes. Je crois en effet que l'urbanisation du monde tend à la diffusion de la ville générique de manière à peu près inéluctable. Oui, c'est vrai que je me sens par rapport à Virilio ou à Baudrillard plus optimiste. Alors, mais c'est un optimisme relatif, si vous voulez. Comment dire, mon sentiment profond, c'est que l'histoire n'est pas finie. Donc il y a des terrains de lutte
qu'il y a des contradictions, à long terme, l'histoire va continuer. Alors mon optimisme, il est relatif parce que je crois qu'il va y avoir beaucoup de violence dans le monde. Je le disais déjà bien avant qu'il y ait l'attentat de New York, n'est-ce pas? Mais la violence, elle fait partie de l'histoire. Et je crois que l'histoire n'est pas finie. Ce système de temps, le monde global du système et puis le monde résiduel et majoritaire, je ne crois pas que ça puisse échapper à l'histoire, c'est-à-dire à des renversements de situation, à des pressions, à des contradictions, etc. Et je pense utile aussi d'avoir un minimum d'action politique pour rappeler certains principes, si véritablement ce qui nous intéresse, c'est la connaissance, la science. J'allais dire, au profit de la connaissance. Alors ça peut paraître utopique ce que je dis là, mais je crois que c'est le bon sens au contraire. Alors je ne suis pas du tout sûr que le bon sens s'impose comme cela, parce que le bon sens ne s'impose jamais qu'à travers des processus historiques. Là encore, l'histoire est longue. Mais je crois que peut-être Virilio et Baudrillard sont plus pressés que moi de parler en termes apocalyptiques, c'est-à-dire ce qui est au fond une espèce de, non pas de fin de l'histoire, mais de fin du monde. Voilà. Et j'arrive pas à croire à la fin du monde. Mein